Ce livre a été généré à l'aide des voix IA de Spictor. Vous pouvez créer des voix off au son humain dans plus de 50 langues. En 1805, l'Empire français de Napoléon étendait son ombre sur l'Europe, ses tentacules s'étirant au loin. Cette expansion poussa la Russie et l'Autriche à forger une alliance contre la menace grandissante, préparant le terrain pour un choc des empires. L'air vif de l'automne moscovite annonçait des changements, mais la vie dans la ville suivait son cours habituel. Chez les Rostov, c'était l'effervescence d'une ruche. Les domestiques s'affairaient, leurs pas résonnant dans les vastes salles pour préparer une fête digne des plus grands. Le comte Ilya Rostov, homme jovial et pris d'extravagance, se tenait au cœur de ce tourbillon. Son rire tonitruant dominait le chaos, tandis qu'il supervisait les préparatifs de l'anniversaire de son épouse. Les effluves de viande rôtie et de pâtisseries sucrées flottaient dans l'air, mettant l'eau à la bouche et faisant gargouiller les estomacs d'anticipation. Au milieu de cette agitation, Natacha Rostova, la cadette du comte, virevoltait dans sa nouvelle robe. Son rire, léger et mélodieux, semblait faire pétiller l'air autour d'elle. Ses yeux brillaient d'innocence juvénile, attirant chacun dans son orbite, tel un papillon vers la flamme. Pendant ce temps, dans un bureau faiblement éclairé à l'autre bout de la ville, le prince André Bolkonsky était penché sur son bureau. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur son beau visage, marqué de lignes de mécontentement. Le poids de son mariage avec Lise, enceinte, pesait lourd sur ses épaules, tel un fardeau dont il rêvait de se défaire. D'un trait de plume décisif, André fait son choix. Le grattement de la plume sur le papier semble faire écho à son tourment intérieur lorsqu'il écrit sa décision de s'engager dans l'armée. À cet instant, l'étude lui paraissait une prison, et la promesse de la guerre, une échappatoire. Tandis qu'André se prépare au départ, Lise pleure silencieusement dans leur chambre. Son corps délicat tremble à chaque sanglot, ses mains enserrant son ventre arrondi comme pour protéger l'enfant de la dure réalité de la décision de son père. La douce lumière des bougies captait les larmes sur ses joues, les transformant en diamants scintillants de chagrin. Dans les recoins paisibles de Bald Hills, le domaine des Bolkonsky, Maria, la sœur d'André, trouve du réconfort dans ses dévotions. La douceur de son esprit contraste avec la rudesse de son père, le prince Nicolas Bolkonsky. Maria se déplace dans les couloirs telle une ombre, ses douces prières faisant contrepoint aux ordres bourrus du vieux prince, qui résonnent contre les murs de pierre. La scène se déplace vers le monde étincelant de Saint-Pétersbourg, où Pierre Bezoukov fait irruption dans la haute société, tel un ours dans un magasin de porcelaine. Fraîchement sorti de ses études à l'étranger, Pierre a les yeux écarquillés d'émerveillement et de naïveté. Ses vêtements mal ajustés et son allure négligée tranchent avec les aristocrates raffinés comme un pissenlit au milieu des roses. Lors d'une somptueuse soirée, la lumière des chandelles se reflète sur les verres en cristal et les miroirs dorés, créant un éblouissant spectacle de richesse et d'opulence. Pierre se retrouve pris au piège dans la toile des Kouragines. Hélène Kouragine, vision de beauté et de ruse, tourne autour de Pierre tel un prédateur jaugeant sa proie. Son frère Anatole, tout aussi charmant et sournois, l'observe dans l'ombre, les yeux brillants de malice tandis qu'ils préparent leur prochain coup dans ce jeu de pouvoir et d'influence. C'est là que le chemin de Pierre croise celui du prince André. Leurs regards se rencontrent, dans la salle bondée, une étincelle de reconnaissance s'allumant entre eux. Malgré leurs différences, l'enthousiasme débridé de Pierre et le cynisme poli d'André, ils trouvent un terrain d'entente dans leurs quêtes intellectuelles et partagent le même désenchantement face à la superficialité de leur père. Au fil de la soirée, leur conversation s'approfondit, abordant la philosophie, la politique et le sens de la vie. Les bavardages et la musique de la soirée s'estompent à mesure qu'ils parlent, créant une bulle d'authenticité dans un océan d'artifice. Dans un autre coin de ce tourbillon mondain, le jeune Boris Droubetskoy navigue dans les eaux troubles de l'ambition. Guidé par la volonté inébranlable de sa mère Anna Mikhailovna, Boris se fraye un chemin à travers les rangs de l'armée et de la société. Ses sourires calculés et ses mots soigneusement choisis sont autant de coups sur un échiquier, chacun conçu pour faire progresser sa position. Le chemin de Boris croise bientôt celui de Natacha Rostova. L'innocence et la vivacité de cette dernière attirent son attention, telle une fleur éclatante dans un champ de mauvaises herbes.
Natacha, à son tour, est séduite par les manières mondaines et les douces attentions de Boris. Leur amour de jeunesse s'épanouit. Tendre pousse dans le rude paysage des ambitions adultes. Alors que la nuit touche à sa fin, les vies de ces personnages s'entremêlent comme les fils d'une tapisserie, chacun ajoutant sa propre couleur et sa propre texture au grand dessin. L'air est chargé de tension, les tambours de la guerre se font de plus en plus assourdissants. Dans les salons et les camps militaires, dans les grandes propriétés et les rues des villes, les protagonistes de cette épopée poursuivent leurs rêves et leurs désirs, ignorant les tempêtes qui se profilent à l'horizon. Leur monde est à l'aube d'une transformation entre l'ancien ordre et le nouveau, alors que les vents du changement balaient l'Europe. Les germes du conflit et les promesses de gloire flottent dans l'air telle une brume, attendant d'être dispersées par la marche des armées. Alors que l'aube se lève sur la campagne russe, un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir. L'armée russe, sous le commandement du prudent général Mikhail Kutuzov, s'éveille. Les soldats sortent de leur campement, le cliquetis des armes et le hennissement des chevaux emplissent l'air. Les premiers rayons du soleil scintillent sur les baïonnettes polies et l'armée se prépare à marcher vers l'ouest. Leur mission est claire, leur détermination inébranlable. Mais alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre leurs alliés autrichiens contre les redoutables forces de Napoléon, une question taraude l'esprit de chaque soldat. Reviendront-ils en héros ou en martyrs? L'armée russe, sous le commandement du prudent général Mikhail Kutuzov, avance vers l'ouest à travers la campagne automnale. Leur mission est claire, rejoindre leurs alliés autrichiens pour affronter les redoutables forces de Napoléon. Une mer de soldats s'étend à perte de vue, leurs bottes transformant la terre en un bourbier. Le prince Andreï chevauche aux côtés du général Kutuzov, scrutant les colonnes interminables d'hommes. L'air vif lui mord les joues, portant l'odeur de la terre humide et de la fumée de bois. C'est un contraste saisissant avec les salles de guerre étouffantes qu'il a quittées à Saint-Pétersbourg. Mais ce n'est pas l'aventure glorieuse qu'il avait imaginée. La mâchoire d'Andreï se crispe en observant un chariot de ravitaillement s'embourber. Encore un jour, encore un retard, murmure-t-il, la frustration bouillonnant en lui. L'inefficacité de tout cela l'exaspère. Il aspire au fracas de l'acier, au grondement des canons, à quelque chose qui lui permette de prouver sa valeur au-delà de la paperasserie et de la transmission d'ordre. À l'approche d'Austerlitz, en Moravie, l'atmosphère se charge de tension. Elle pèse sur les épaules d'Andreï comme un lourd manteau, rendant chaque respiration difficile. Dans une grande tente éclairée par des lanternes vacillantes, les commandants russes et autrichiens se penchent sur des cartes, leurs voix s'élevant et s'abaissant comme les vagues d'une mer agitée. Un général autrichien, la moustache frémissante, insiste « Nous devons frapper maintenant, pendant que Napoléon est affaibli. » Son visage est écarlate, ses yeux brillent d'un mélange de peur et d'excitation. La réponse de Kutuzov est lente et mesurée, comme du miel coulant d'une cuillère. La précipitation est l'ennemi de la victoire, mon ami. Nous devons choisir notre moment avec soin. Son visage usé reste impassible, mais Andreï perçoit une lueur d'inquiétude dans les yeux du vieux général. La veille de la bataille, le prince Andreï est attiré par un petit feu de camp. Là, le capitaine Touchine, un officier d'artillerie au visage aussi rond et avenant qu'un curé de village, divertit un groupe de soldats. Ses yeux pétillent de malice, tandis qu'il gesticule avec une pomme à moitié mangée. « Voyez-vous, les gars, » dit Touchine, sa voix chaleureuse et riche comme du vin chaud. « Le truc, c'est de se rappeler que nous ne sommes que des hommes. Même Napoléon enfile sa culotte une jambe après l'autre. Les soldats pouffent de rire, la tension quittant visiblement leurs épaules. Andreï observe, fasciné par la capacité de Touchine à insuffler du courage par la simple camaraderie. Il ressent une pointe de jalousie, souhaitant pouvoir se lier aussi aisément avec les hommes. À des lieues de là, dans une tente somptueuse ornée d'aigles impériaux, Napoléon se penche sur des cartes, tel un prédateur guettant sa proie. Son esprit fourmille de calculs. Un sourire narquois se dessine au coin de sa bouche, tandis qu'il positionne des marqueurs représentant ses troupes. « Qu'il nous croit faibles », murmure-t-il à ses généraux, d'une voix grave et menaçante. Lorsque le piège se refermera, leur excès de confiance causera leur perte. Le 2 décembre 1805, l'aube se lève, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Un épais brouillard s'accroche au sol comme un linceul, masquant les véritables positions des deux armées.
L'air est chargé d'anticipation, le silence qui précède la tempête est presque assourdissant. Soudain, le chaos éclate. Les Alliés, enhardis par la faiblesse apparente de Napoléon, lancent leur attaque prématurément. Le monde explose dans une cacophonie, le tonnerre des canons, les cris des hommes et des chevaux, le choc de l'acier contre l'acier. Le cœur du prince Andréi bat la chamade, le sang lui monte aux oreilles. À travers la fumée et la confusion, il voit un porte-étendard tomber. Le temps semble ralentir tandis qu'Andréi prend une décision en une fraction de seconde. Dans un élan de bravoure téméraire, il éperonne son cheval et s'empare de l'étendard. « Pour la Russie !» crie-t-il, sa voix se perdant presque dans le vacarme de la bataille. Les hommes se rassemblent autour de lui, leurs visages mêlant peur et détermination. L'espace d'un instant, il semble qu'il puisse percer les lignes ennemies. Andréi peut presque goûter à la victoire. Puis, dans un grondement assourdissant qui fait trembler la terre, l'artillerie française ouvre le feu. Le monde explose dans un nuage de fumée et d'éclats d'obus. Une douleur fulgurante éclate dans la poitrine d'Andréi. Il tombe, le ciel au-dessus de lui se transformant en un tourbillon bleu vertigineux. Alors qu'il gît là, les bruits de la bataille se réduisant à un grondement lointain, un profond sentiment de paix l'envahit. Les préoccupations mesquines de rang et de gloire qu'il avait accaparées lui semblent désormais aussi insignifiantes que des grains de poussière. Comme c'est étrange, pense-t-il, son esprit dérivant comme une feuille sur un ruisseau, que je n'ai jamais vraiment vu le ciel jusqu'à présent. La bataille fait rage, mais pour Andréi, le temps semble s'être arrêté. Il contemple l'immensité au-dessus de lui, se sentant à la fois infiniment petit et partie intégrante de quelque chose de plus grand que lui. La douleur dans sa poitrine s'estompe, remplacée par une curieuse légèreté. Alors que le soleil se couche sur Austerlitz, peignant le champ de bataille ensanglanté de nuances cramoisies et dorées, la victoire de Napoléon est totale. L'alliance russo-autrichienne est en lambeaux, brisée comme les armes qui jonchent le terrain. Parmi les survivants hébétés qui arrachent dans le carnage se trouve Pierre Bezoukov, dont les idées idéalistes sur la guerre se sont évanouies comme un mirage. Il trébuche dans les décombres, les yeux écarquillés d'horreur, les gémissements des blessés et les regards vides des morts hanteront ses nuits pendant des années. Pierre aide un soldat boiteux à se rendre dans un hôpital de campagne improvisé, l'esprit tourmenté par des questions sur la nature humaine et le coup terrible de l'ambition. La défaite d'Austerlitz marque un tournant, non seulement dans la guerre contre Napoléon, mais aussi dans les parcours personnels de ceux qui sont pris dans son sillage. À la tombée de la nuit, Pierre s'effondre contre un arbre, épuisé et sous le choc. Il ferme les yeux, tentant d'effacer les horreurs dont il a été témoin. Mais dans ce moment de ténèbres, un messager s'approche, haletant et pressé. « Monsieur Bezoukov, dit l'homme, vous devez rentrer à Moscou sur le champ. Il s'agit de votre père. » Les yeux de Pierre s'ouvrent brusquement, un frisson lui parcourant l'échine. Il est loin de se douter que cette nouvelle va le propulser des champs de bataille ensanglantés vers un monde de richesse et de pouvoir qui dépasse ses rêves les plus fous ou ses pires cauchemars. L'atmosphère du grand salon semblait s'alourdir, pesant sur les épaules d'Andréi, tandis que les mots résonnaient à ses oreilles. Lise, son épouse, avait succombé en donnant naissance. Le monde autour de lui se brouilla, les ornements de la demeure ancestrale s'estompant dans un brouillard de chagrin et de stupeur. La culpabilité le submergea tel un raz-de-marée, menaçant de l'engloutir sous sa force implacable. Il avait délaissé Lise, poursuivant des chimères de gloire militaire, et voilà qu'elle était partie à jamais. Un goût de cendre emplit sa bouche, tandis que ses anciennes ambitions s'effondraient en poussière. Cherchant à fuir le poids écrasant de ses émotions, Andréi se réfugia dans son domaine de Bogucharovo. Le voyage ne fut qu'un flou de couleurs ternes et de formes indistinctes, son esprit trop engourdi pour saisir le paysage défilant. À son arrivée, la campagne s'étendit devant lui comme une toile vivante. Des collines ondoyantes s'étiraient jusqu'à l'horizon, leurs pentes douces contrastant vivement avec les souvenirs déchiquetés des champs de bataille ensanglantés qui hantaient ses nuits. Le doux bruissement des feuilles, dans la brise et le gazouillis mélodieux des oiseaux, percèrent peu à peu le voile de chagrin d'Andréi. Il se laissa gagner par les rythmes de la vie rurale, le contact de la terre sous ses mains, lui offrant un lien tangible avec le monde environnant. L'odeur de la terre fraîchement labourée emplit ses narines,
l'ancrant dans le présent. C'est dans les petites mains et les yeux innocents de son fils nouveau-né, Nikolai, qu'Andreï trouva un baume inattendu pour son âme meurtrie. Le poids du petit être dans ses bras l'ancra, lui donnant une nouvelle raison de vivre au cœur de la tempête de ses émotions. Au fil des jours, des semaines et des mois, Andreï adopta une philosophie de détachement. Les ambitions et les intrigues de la société qu'il avait autrefois consumées lui semblaient désormais aussi éphémères que la brume matinale. Il trouva du réconfort dans la simplicité de la vie rurale et la compagnie paisible de sa sœur Maria. Pendant ce temps, dans les salons étincelants de Moscou, Pierre Bezoukov menait ses propres combats. Le cadre opulent de la haute société lui apparaissait comme une cage dorée, l'enfermant dans une vie dénuée de sens. Son mariage avec la belle mais froide Hélène s'était mué en une amère parodie d'amour, le laissant en quête désespérée de quelque chose de plus. C'est dans cet état de désarroi que Pierre se tourna vers la franc-maçonnerie. La nature secrète de l'organisation attirait son esprit tourmenté, lui promettant des vérités cachées et un accomplissement spirituel. Lors des rites d'initiation, la lueur vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs, reflétant l'espoir qui s'éveillait dans le cœur de Pierre. Inspiré par ses nouvelles convictions, Pierre entreprit un voyage à travers les vastes étendues de la Russie. La campagne se déployait devant lui telle une tapisserie vivante, chaque nouveau paysage le remplissant d'émerveillement et de possibilités. L'air vivifiant de la route le revigorait, chargé du parfum des forêts de pins et des fleurs sauvages. Débordant d'optimisme, Pierre se lança dans d'ambitieux projets d'éducation et de réformes agricoles sur ces vastes domaines. Mais le chemin du changement s'avéra bien plus escarpé qu'il ne l'avait imaginé. Le système féodal enraciné résistait à ses efforts telle une mauvaise herbe tenace, dont les racines plongeaient dans le tissu même de la société russe. Maintes fois, les réformes idéalistes de Pierre s'effondrèrent face aux défis pratiques. Le fossé entre les idéaux maçonniques et les dures réalités de la vie russe s'élargissait, le laissant aux prises avec le doute et l'incertitude. L'organisation qui lui avait semblé détenir toutes les réponses le laissait avec plus de questions que jamais, chacune pesant lourdement sur sa conscience. Loin des luttes philosophiques de Pierre, Nikolai Rostov s'adonnait au plaisir simple de la vie champêtre dans le domaine familial d'Otradnoé. Le jeune soldat, tout juste sorti du chaos de la guerre, savourait les rythmes paisibles de l'existence rurale. Le frisson de la chasse avait remplacé l'adrénaline du combat, le martèlement des sabots et les aboiements des chiens, lui procurant une sensation à la fois familière et nouvelle. Alors que Nikolai renouait avec ses racines, il se rendit compte qu'il était de plus en plus attiré par sa cousine Sonia. Sa douce présence et sa force tranquille l'attiraient irrésistiblement. La courbe délicate de son sourire et la chaleur de son regard éveillaient en lui des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés auparavant. Mais tandis que son cœur soupirait après elle, Nikolai se retrouvait tiraillé entre les exigences de l'amour et les attentes de sa famille. La situation financière précaire des Rostov jetait une ombre sur tout espoir de romance, ajoutant une nouvelle couche de complexité au parcours émotionnel de Nikolai. Alors que le soleil déclinait sur une autre journée à Otradnoé, projetant de longues ombres à travers les champs, un messager arriva au domaine. Les membres de la famille Rostov se rassemblèrent, les visages empreints de curiosité et d'excitation à la lecture de la lettre. Les yeux de Natacha pétillaient d'impatience, ses joues s'empourprant lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. La famille devait se rendre à Moscou, où Natacha ferait ses débuts dans le grand monde lors de son tout premier bal. La nouvelle suscita une vague d'enthousiasme dans toute la famille, mais pour Nikolai, elle provoqua une soudaine incertitude. En voyant le visage de Sonia s'assombrir légèrement à l'annonce, il se sentit déchiré entre ses sentiments grandissants pour elle et l'attrait du monde scintillant qui les attendait à Moscou. Que signifierait ce voyage pour leur idylle naissante, et comment les lumières de la ville se compareraient-elles aux joies simples qu'il avait redécouvertes à la campagne? Alors que la nuit tombait et que la famille Rostov commençait à préparer le voyage, Nikolai se retrouva seul sur la terrasse, contemplant le ciel étoilé. L'avenir s'étendait devant lui, plein de possibilités et d'incertitudes. Il était loin de se douter que le voyage à Moscou déclencherait des événements qui changeraient à jamais non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. La famille Rostov se met en route pour Moscou, le cœur gonflé d'impatience.
Pour Natacha, ce voyage revêt une importance particulière. Il marque son premier grand bal et ses débuts dans la haute société. Les roues de la calèche cahotent sur les pavés, chaque secousse provoquant un frisson d'excitation chez Natacha. Elle contemple par la fenêtre le spectacle de la ville animée, les yeux écarquillés d'émerveillement. L'air est chargé de promesses, mêlées à l'odeur de terre des chevaux et au doux parfum des boulangeries avoisinantes. À leur arrivée dans leur résidence temporaire à Moscou, l'estomac de Natacha est noué par un mélange de nervosité et d'exaltation. Elle effleure la soie douce de sa nouvelle robe, s'émerveillant de cette sensation étrangère sur sa peau. L'attente est palpable dans l'air, presque tangible dans les chuchotements et les regards entendus échangés entre ses parents. Le soir du bal, Natacha se tient devant son miroir, peinant à reconnaître la jeune femme qui lui fait face. Ses boucles sombres sont relevées en un chignon élégant, orné de délicates épingles en perles qui scintillent à la lueur des bougies telles de minuscules étoiles. Les doigts tremblants, elle lisse une dernière fois sa robe, prend une profonde inspiration et descend rejoindre sa famille. Dès qu'elle pénètre dans la salle de bal, Natacha a l'impression d'entrer dans un autre monde. L'espace est un spectacle éblouissant, une mer de couleurs tourbillonnantes et de bijoux étincelants. Les chandeliers répandent une lueur chaude et dorée sur la noblesse rassemblée, leur lumière dansant sur les sols en marbre poli. L'air vibre d'excitation, ponctué d'éclats de rire et du doux tintement des coupes de champagne. Au début, Natacha se sent submergée, telle une frêle embarcation ballottée par un vaste océan. L'opulence menace de l'engloutir tout entière. Mais lorsque la musique s'intensifie et qu'elle fait ses premiers pas sur la piste de danse, la magie opère. Sa vivacité naturelle prend le dessus, et bientôt elle tourbillonne et rit, sa joie devenant contagieuse pour tous ceux qui l'entourent. De l'autre côté de la salle, le prince André Bolkonsky se tient dans l'ombre, son beau visage empreint de mélancolie. Il n'est venu que sur l'insistance de son ami Pierre, ne trouvant que peu de plaisir à ce genre de réunion. Mais lorsque ses yeux se posent sur Natacha, quelque chose s'éveille en lui. Son enthousiasme débordant est comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage, dissipant la morosité qui enveloppait son cœur depuis si longtemps. Comme attiré par un fil invisible, André s'approche d'elle. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demande-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Les yeux de Natacha s'écarquillent de surprise, puis s'illuminent de joie lorsqu'elle accepte. Leur valse est tout simplement magique. Au fur et à mesure qu'ils évoluent ensemble, le reste de la salle semble s'estomper. Natacha se sent légère comme l'air, portée par les bras d'André et la musique. Pour André, c'est comme si la couleur revenait soudainement dans un monde longtemps resté gris. La chaleur de la main de Natacha dans la sienne, le parfum de sa peau, l'éclat de ses yeux. Tout cela réveille en lui quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Dans les semaines qui suivent, André est irrésistiblement attiré par la maison des Rostov. Natacha et lui passent des heures à discuter, leurs mots coulant aussi aisément qu'une brise d'été. Ils font de longues promenades dans la campagne, où la beauté de la nature semble refléter l'épanouissement de leur amour. Le doux bruissement des feuilles, le gazouillis des oiseaux et la chaude caresse du soleil sur leur peau forment la toile de fond de leur affection grandissante. La famille de Natacha suit cette parade nuptiale avec une excitation croissante. Sa mère, en particulier, peine à contenir sa joie à la perspective d'un mariage aussi prestigieux. Le prince Bolkonsky, riche et respecté, serait un parti idéal pour leur Natacha bien-aimée. L'atmosphère de la maison Rostov crépite d'impatience, chaque visite d'André provoquant une effervescence et des conversations à voix basse. Alors que le printemps cède la place à l'été, André ressent un changement en lui-même. Le poids des chagrins passés commence à se dissiper, remplacé par un nouveau sentiment d'utilité et de joie. Un soir, alors que le soleil peint le ciel de teintes roses et dorées, il demande à Natacha de devenir sa femme. Le moment est parfait, la douce lueur du crépuscule, la brise légère apportant le parfum des fleurs écloses et le regard d'amour pur dans les yeux de Natacha lorsqu'elle dit oui. Leur bonheur est toutefois rapidement tempéré par la désapprobation du père d'André, le vieux prince Nicolas Bolkonsky. Le vieux Bolkonsky, ancré dans ses habitudes et méfiant à l'égard du changement, insiste pour que les fiançailles durent 1 an. C'est un test, pense-t-il, qui mettra sûrement fin à ce mariage mal assorti.
Ces paroles tombent comme une douche froide sur la chaude lueur de leur fiançailles, introduisant une note de discorde dans leur harmonie. Le cœur lourd, André accepte les conditions de son père. Il part à l'étranger pour se ressourcer, promettant de revenir et de faire de Natacha sa fiancée une fois l'année écoulée. Leur séparation est douce amère, remplie de promesses chuchotées et de larmes à peine contenues. L'air est chargé de non-dits et de la douleur d'une séparation imminente. Alors que la voiture d'André disparaît au loin, Natacha a l'impression qu'une partie de son cœur s'en va avec lui. Les mois à venir s'étendent devant elle comme un désert sans fin, chaque jour mettant à l'épreuve sa patience et sa fidélité. Elle s'accroche aux souvenirs de leur temps passé ensemble, repassant chaque moment dans son esprit comme un trésor précieux. À l'insu d'André et de Natacha, leur amour a éveillé des sentiments chez un autre. Pierre Bezoukov, témoin de leur idylle naissante, se retrouve aux prises avec une affection grandissante pour Natacha. Par loyauté envers son ami, il garde ses sentiments enfouis, ajoutant une nouvelle couche de complexité au réseau, déjà compliqué de relations qui les entourent. Sa lutte silencieuse est une tempête qui couve sous la surface calme, menaçant de bouleverser l'équilibre délicat de leur monde. Alors que l'été cède la place à l'automne, Natacha fait face au défi de son nouveau statut de femme fiancée. Elle navigue entre les attentes de la société comme une funambule, équilibrant les exigences de la bienséance avec ses propres émotions en évolution. Chaque lettre d'André est une bouée de sauvetage, un rappel de l'amour qui l'attend de l'autre côté de leur séparation. Pourtant, alors que les jours raccourcissent et que le froid s'installe, Natacha ne peut s'empêcher de s'interroger sur les changements que l'année à venir pourrait apporter. L'air vif de l'automne apporte avec lui un sentiment d'inquiétude, un murmure de défis à venir. Alors que Natacha se tient près de sa fenêtre, regardant les feuilles tomber en une cascade de rouge et d'or, elle ressent un frisson soudain qui n'a rien à voir avec le temps. Un doute tenace s'insinue dans son cœur, semant des graines d'incertitude. L'amour d'André restera-t-il aussi inébranlable qu'il l'a promis? Leur lien pourra-t-il résister à l'épreuve du temps et de la distance? À la tombée de la nuit, Natacha se retrouve à fixer l'obscurité, l'esprit agité de questions sans réponse, ignorant les épreuves qui l'attendent au cours des longs mois de solitude à venir. L'absence prolongée d'André laisse Natacha dans l'incertitude. Ses longues fiançailles pèrent sur son cœur, provoquant un tourbillon d'émotions dans son âme juvénile et passionnée. Lorsque l'hiver dessert son étreinte sur Moscou, la ville s'éveille avec une énergie vibrante qui semble refléter l'esprit agité de Natacha. Les rues s'animent, l'air s'emplit de promesses. Pour Natacha, chaque jour sans Andreï est une éternité, son cœur languissant de son retour. La sortie à l'opéra des Rostov offre une distraction bienvenue. À l'approche du grand bâtiment, le souffle de Natacha se coupe. L'opéra se dresse tel un joyau dans le ciel assombri, ses fenêtres irradiant une lumière chaleureuse. À l'intérieur, l'atmosphère est électrique. Les dames parfumées s'éventent, tandis que les messieurs en uniforme impeccable paradent. Les yeux écarquillés, Natacha s'imprègne du spectacle. Les lustres de cristal scintillent, jetant un éclat magique sur la mer de soie et de velours qui l'entoure. C'est dans cette ambiance féerique que son regard croise celui d'Anatole Kouragine. Le temps semble suspendu lorsque leurs yeux se rencontrent. Anatole, grand et élégant, au sourire prometteur d'aventure, incarne le héros romantique. Son regard intense fait frissonner Natacha. À cet instant, elle se sent vraiment vue, pour la première fois depuis des mois. Natacha ignore qu'Anatole cache un sombre secret, un mariage clandestin soigneusement dissimulé. Pourtant, face à la beauté fraîche et au charme innocent de Natacha, tout souvenir de ses engagements s'évapore comme la brume au soleil. La cour d'Anatole emporte Natacha dans un tourbillon. Ses paroles mielleuses comblent le vide laissé par l'absence d'Andreï. Chaque compliment, chaque regard dérobé, chaque frôlement fait battre le cœur de Natacha. Elle se retrouve dans l'orbite d'Anatole, incapable de résister à son charme. Jour après jour, la détermination de Natacha s'effrite. Le souvenir d'Andreï, jadis si vif, s'estompe comme un rêve au réveil. La sœur d'Anatole, la rusée Hélène, attise les flammes de cette idylle illicite. Ses paroles sont un poison enrobé de soie, tissant une toile de tromperie autour de Natacha, qui ne se doute de rien. Dans les chuchotements et les regards furtifs, un plan d'évasion prend forme.
La promesse d'une vie pleine de passion et d'aventure attire Natacha, la tentant de s'écarter du chemin qu'elle croyait sûr. Le soir de la fugue, le cœur de Natacha s'emballe, mêlant excitation et appréhension. L'air est chargé d'un potentiel d'extase et de désastre. Alors qu'elle s'apprête à tout quitter, le destin intervient sous les traits de sa cousine Sonia. La vérité éclate comme un coup de tonnerre, brisant l'illusion soigneusement construite. Les mots de Sonia, empreints d'inquiétude et d'horreur, perçant le brouillard de l'engouement de Natacha. La révélation du mariage d'Anatole est un coup de poignard, chaque mot enfonçant davantage la lame. Maria Dmitrievna, véritable force de la nature, intervient tel un ange vengeur. Sa détermination farouche et sa vivacité d'esprit permettent d'éviter un scandale qui aurait à jamais ruiné Natacha. La vérité sur la duperie d'Anatole éclate au grand jour, chaque révélation plus douloureuse que la précédente. S'ensuit un maelstrom d'émotions. Le monde de Natacha s'effondre, les éclats de ses rêves brisés s'enfonçant profondément. Lorsque la nouvelle parvient au prince Andreï, son retour à Moscou n'apporte pas la réconciliation espérée, mais un rejet froid et impitoyable qui glace l'âme même de Natacha. Le désespoir s'abat sur Natacha comme une chape de plomb, étouffant son esprit autrefois si vif. Dans un moment de détresse absolue, elle se tourne vers le poison, cherchant à échapper à une douleur qui menace de la consumer. Seule l'intervention rapide de son entourage permet d'éviter le pire. Tout au long de cette période tumultueuse, Pierre Bezoukov reste le pilier des Rostov. Sa confrontation avec Anatole est une tempête silencieuse, sa douceur habituelle cédant la place à une protection féroce. Par des mots soigneusement choisis et des menaces à peine voilées, Pierre assure le départ précipité d'Anatole de Moscou. Alors qu'il réconforte Natacha après le scandale, quelque chose bascule en Pierre. La prise de conscience de son propre amour pour elle s'épanouit comme une fleur au printemps. Mais il garde cette révélation secrète, trop précieuse et dangereuse pour être partagée. Les répercussions de cette histoire d'amour malheureuse se répandent dans toute la société moscovite. La réputation de Natacha est en lambeaux, ses fiançailles avec Andreï irrévocablement rompues. L'avenir, jadis radieux, semble désormais incertain, laissant chacun aux prises avec les conséquences de la passion, de la trahison et de la nature inconstante du cœur humain. Alors que la poussière retombe sur cette tragédie personnelle, une nouvelle tension s'empare de l'air. Des rumeurs de guerre commencent à circuler dans les rues de Moscou. Les soldats défilent de plus en plus souvent, leurs bottes résonnant sur les pavés. Au loin, par-delà les frontières de la Russie, une tempête se prépare. L'ombre de Napoléon se profile, menaçant de tout engloutir sur son passage. Ils sont loin d'imaginer que leur monde est sur le point de basculer à jamais, car la plus grande armée que l'Europe ait jamais connue s'apprête à fouler le sol russe. En juin 1812, Napoléon lance sa grande invasion de la Russie. Son armée de plus de 600 000 hommes, la plus imposante force militaire européenne jamais rassemblée, franchit le Niémen et pénètre en territoire russe. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre à travers le vaste pays, suscitant une ferveur patriotique qui unit nobles et paysans. L'atmosphère vibre d'un mélange de crainte et de détermination, telle une ruche perturbée par l'approche d'un orage. Moscou, cœur battant de la Russie, est en ébullition. Les rues pavées résonnent des pas pressés des citoyens affairés, le visage empreint d'inquiétude. Pierre Bezoukov se retrouve au cœur d'une réunion animée. L'énergie de la foule électrique est palpable. Le comte Fyodor Rostopchine, gouverneur de la ville, se tient devant eux, le visage enflammé, prononçant des discours enflammés contre les Français. « Nous ne plierons pas devant ces envahisseurs », tonne Rostopchine, ces mots attisant le sentiment anti-français qui couve déjà. Chaque Russe doit être prêt à défendre sa patrie. La foule applaudit, mais Pierre perçoit une lueur de doute dans les yeux de Rostopchine. Elle disparaît en un instant, masquée par une vigueur renouvelée, tandis que le gouverneur poursuit son plaidoyer passionné. Dehors, les rues de la ville fourmillent d'activité. De jeunes hommes, les yeux brillants de rêves de gloire, se précipitent pour s'enrôler. Les familles se blottissent dans des conversations à voix basse, pesant la décision déchirante de fuir ou de tenir bon. Le tissu même de Moscou semble frémir d'anticipation et d'effroi. À la campagne, le prince André Bolkonsky cherche un peu de réconfort dans le tumulte de la guerre.
Le souvenir de ses fiançailles rompues avec Natacha le hante encore, une blessure qui refuse de cicatriser. Malgré les objections véhémentes de son père, qui résonnent comme un coup de tonnerre dans les couloirs de leur domaine, André prend sa décision. « Je dois partir, père, » dit-il, la voix ferme, mais le cœur battant. « Je ne peux pas rester les bras croisés alors que notre pays est menacé. » Affecté au quartier général du général Barclay de Tolly, André se retrouve plongé dans un monde de stratégie et de politique. L'approche prudente du commandant en chef l'exaspère. Il assiste, frustré, à l'inefficacité et aux manœuvres politiques du haut commandement, qui s'accumulent comme la pression dans une machine à vapeur. « Nous devrions avancer, et non reculer », marmonne André, les poings serrés. Il aspire à l'action, à la clarté d'esprit que seule la ligne de front peut apporter. Pendant ce temps, Nicolas Rostov, devenu un hussard aguerri, est tiraillé entre deux mondes. L'appel du devoir l'attire vers le conflit imminent, mais les difficultés financières de sa famille le retiennent comme des mains désespérées. Les Rostov, autrefois en sécurité dans leur domaine moscovite, sont maintenant confrontés à la perspective déchirante de l'abandon. « Nous ne pouvons pas partir », supplie sa mère, les yeux embués de larmes. « C'est notre foyer, notre vie. » Le cœur de Nicolas se serre tandis qu'il parcourt les pièces familières, désormais assombries par la menace imminente d'une invasion. Le poids des responsabilités l'accable, plus lourd que toutes les armures qu'il a jamais portées. De retour à Moscou, Pierre se sent inutile, comme la cinquième roue du carrosse dans une ville qui se prépare à la guerre. Une énergie fébrile le consume, le poussant à l'action. Il prend une décision qui changera le cours de sa vie. Il se rendra sur les lignes de front pour assister au conflit de ses propres yeux. Mais alors qu'il se prépare pour son voyage, une idée grandiose s'enracine dans son esprit. Elle croît comme une mauvaise herbe, éclipsant toute raison jusqu'à devenir une obsession. Il se convainc, avec la ferveur d'un homme possédé, qu'il est destiné à assassiner Napoléon. « Ce doit être moi », murmure Pierre à son reflet alors qu'il enfile des vêtements de paysan, sa noble prestance se dissimulant sous un tissu rugueux. « Je mettrai fin à cette guerre avant qu'elle ne détruise tout ce qui nous est cher. » Avec un mélange de détermination et de naïveté, Pierre se dirige vers l'armée française qui avance. Son cœur bat la chamade, partagé entre peur et excitation, alors qu'il laisse derrière lui les rues familières de Moscou. Tandis que Pierre se lance dans sa quête téméraire, les forces françaises s'enfoncent dans le territoire russe. Elles laissent dans leur sillage des champs de blé réduits en cendres et des villages vidés de toute vie. La terre elle-même semble crier son angoisse, sacrifiée pour ralentir l'avancée de l'envahisseur. En réponse, l'armée russe dirigée par le général Koutouzov adopte une stratégie de retraite continue. Tel un matador attirant un taureau, elle attire Napoléon plus profondément dans les vastes terres russes, étirant ses lignes de ravitaillement jusqu'au point de rupture. C'est un jeu de patience et d'endurance, où le sort d'une nation est en jeu. La tension monte avec chaque jour qui passe, chaque kilomètre de terre russe cédé à l'envahisseur. Moscou, le cœur de la Russie, tremble au bord d'un avenir incertain. Pourtant, face à cette menace existentielle, le peuple russe puise dans des réserves de forces insoupçonnées. Du plus humble paysan au général le plus décoré, une détermination sans faille s'empare du pays. À l'approche de l'affrontement décisif, l'armée et le peuple russe se préparent à la bataille qui déterminera l'avenir de leur nation. L'air est chargé d'anticipation, le calme avant une tempête qui va bouleverser le cours de l'histoire. Au loin, le grondement des canons s'intensifie. Les forces de Napoléon s'enfoncent en Russie, visant le cœur de la nation. L'armée russe, sous le commandement du général Koutouzov, se prépare à ce qu'elle sait être une bataille décisive. À la tombée de la nuit, les feux de camp vacillants des deux armées s'étendent à l'horizon, témoignant de l'ampleur du conflit à venir. Dans le calme inquiétant qui précède la tempête, une question reste en suspens. Les champs situés près du petit village de Borodino seront-ils le théâtre de l'ultime bataille de la Russie? Les forces de Napoléon s'enfoncent en Russie, visant le cœur de la nation. L'armée russe, sous le commandement du général Koutouzov, se prépare à une bataille décisive près du village de Borodino, à seulement 110 km à l'ouest de Moscou. Le 7 septembre 1812, l'atmosphère est tendue alors que deux armées colossales s'affrontent. Les soldats russes, le visage empreint d'une sombre détermination,
sont prêts à défendre leur Moscou bien-aimé. À la tombée de la nuit, une ambiance lugubre s'installe dans le camp, tel un linceul étouffant. Le prince André, perdu dans ses pensées, sent le poids de sa mortalité l'écraser. Contemplant la voûte étoilée, chaque lumière scintillante lui rappelle douloureusement ses ambitions désormais inaccessibles. C'est dans cet état méditatif que Pierre le trouve. Pierre, poussé par un projet insensé d'assassiner Napoléon, était arrivé par hasard au camp plus tôt. Son visage rond, rougi par un mélange d'excitation et de peur, contraste fortement avec l'attitude calme d'André. Leur conversation s'approfondit, abordant l'essence même de la guerre, de la vie et de la mort. « Que penses-tu que cela signifie, André ?» demande Pierre, sa voix à peine audible, dans la brise nocturne. « Tous ces combats, toutes ces morts ?» Les yeux d'André, jadis remplis de rêves de gloire, reflètent maintenant une sagesse née de la souffrance. Il soupire profondément. « Je croyais savoir, Pierre. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. » Leurs paroles restent suspendues dans l'air, lourdes du poids de leurs expériences partagées. Autour d'eux, le camp bourdonne de l'énergie nerveuse des soldats qui se préparent au combat. Le cliquetis des armes, les murmures et les hennissements occasionnels des chevaux créent une symphonie de conflits imminents. Aux premières lueurs de l'aube, la nuit paisible cède la place au chaos. L'air est envahi par le grondement de l'artillerie, les deux armées, comptant environ 250 000 hommes, déclenchant des tirs de barrage massifs. La terre tremble violemment et le ciel se remplit d'épais panaches de fumée et d'éclats de feu. Pierre, bien visible dans son chapeau blanc et sa redingote, erre sur le champ de bataille, hébété. Les scènes qui l'entourent semblent irréelles. Les hommes tombent comme des mouches, leurs cris de douleur étouffés par les tirs incessants. L'air est chargé de poudre et de l'odeur métallique du sang, rendant la respiration difficile. À plusieurs reprises, la mort frôle Pierre. Un boulet de canon le manque de peu, et le souffle de l'air fait battre son cœur à tout rompre. Il trébuche sur des corps, son manteau blanc, autrefois immaculé, désormais souillé de boue et de sang. Dans un retournement de situation surréaliste, il se retrouve à aider les artilleurs russes, ses mains bougeant presque machinalement pour charger et tirer les énormes canons. Pendant que Pierre est aux prises avec le chaos, le prince André mène son régiment dans la mêlée. La bataille tourbillonne autour de lui, mais André avance avec détermination, son épée scintillant au soleil. Soudain, tout bascule. Le monde explose dans un éclair aveuglant lorsqu'un obus éclate à proximité, et André se sent tomber dans un abîme de ténèbres. Allongé sur le sol, oscillant entre conscience et inconscience, André ressent un profond changement dans sa perception. La douleur dans son corps s'estompe, tandis que son esprit s'élargit, touchant à quelque chose de plus grand que lui. À cet instant, la gloire et l'ambition individuelle lui semblent aussi insignifiantes que des grains de sable sur une vaste plage. Les bruits de la bataille s'évanouissent, remplacés par un silence presque paisible. La bataille fait rage, un combat titanesque sans vainqueur clair. Les positions clés changent de main à plusieurs reprises. Le sol s'imbibe du sang des deux armées. La redoute Raïevski et les flancs de Bagration deviennent des cimetières, où des hommes se battent et meurent pour quelques mètres de terre. L'air est saturé de l'odeur âcre de la poudre, du goût métallique du sang et des cris déchirants des blessés et des mourants. À la tombée de la nuit, un calme inquiétant s'installe sur le champ de bataille. Là où tonnaient les armes et résonnaient les cris des hommes, il ne reste que les gémissements des blessés et les sanglots étouffés des survivants. Le champ de bataille n'est plus qu'une mer de corps, avec plus de 78 000 victimes des deux côtés. L'herbe autrefois luxuriante est désormais piétinée et maculée de sang, jonchée d'armes brisées et de rêves anéantis. Dans l'immédiat, les deux armées revendiquent donc la victoire, mais la vérité est bien moins évidente. L'armée russe, meurtrie et ensanglantée, est contrainte de battre en retraite. Le général Koutouzov, le visage marqué par le poids de sa décision, ordonne le repli, laissant la route de Moscou ouverte. En regardant ses troupes s'éloigner du champ de bataille de Borodino, Koutouzov sait que cette bataille, bien qu'elle n'ait pas arrêté l'avancée de Napoléon, a changé le cours de la guerre. L'armée française, bien que victorieuse, est gravement affaiblie. En préservant son armée, Koutouzov a ouvert la voie à la destruction des forces napoléoniennes.
La bataille de Borodino, avec son coût humain exorbitant et ses implications stratégiques, s'avérera être un tournant. En battant en retraite, l'armée russe emporte avec elle les germes de la défaite de Napoléon. Une défaite qui commencera dans les rues brûlantes de Moscou et s'achèvera dans les étendues glacées de l'hiver russe. Alors que les dernières troupes russes disparaissent à l'horizon, un vent glacial balaie le champ de bataille, apportant l'odeur de la fumée et la promesse d'un changement. L'armée française, meurtrie mais intacte, tourne son regard vers Moscou, loin de se douter que son plus grand défi ne sera pas la conquête, mais la survie. En effet, alors qu'elle marche inexorablement vers le cœur de la Russie, un air de malheur imminent plane sur Moscou tel un épais brouillard, prêt à l'engloutir dans son étreinte glaciale. En septembre 1812, l'armée française avance inexorablement vers Moscou. À son approche, un sentiment de malheur imminent s'abat sur la ville, tel un épais brouillard. Les rues de Moscou, jadis animées, sont désormais plongées dans un silence inquiétant, rompu seulement par le grincement occasionnel d'un volet ou l'aboiement lointain d'un chien abandonné. La poussière tourbillonne dans la brise automnale, dansant sur les places de marché désertes, où quelques jours auparavant, les marchands vantaient leurs produits devant des foules enthousiastes. Aujourd'hui, la ville retient son souffle, dans l'attente de l'inévitable. Chez les Rostov, c'est le branle-bas de combat. L'atmosphère est chargée de peur et d'indécision, tandis que la famille s'efforce de faire ses bagages. Natacha, les yeux écarquillés par la panique, va et vient d'une pièce à l'autre, les mains tremblantes, saisissant pêle-mêle souvenirs précieux et objets de première nécessité. Le sol est jonché de malles ouvertes et d'objets éparpillés, images saisissantes de leur vie bouleversée. Que doit-on emporter? Que doit-on laisser? La voix de Natacha se brise, alors qu'elle brandit une délicate figurine en porcelaine, cadeau précieux de son père. Sa mère, le visage marqué par l'inquiétude, ne peut que secouer la tête, impuissante. Au milieu de cette frénésie, un moment de profonde noblesse surgit. Le comte Rostov, dont le visage habituellement jovial est empreint d'une sombre détermination, fait une annonce qui plonge la salle dans le silence. « Nous utiliserons nos charrettes pour transporter les soldats blessés », déclare-t-il d'une voix posée malgré le poids de ses mots. « Nos biens peuvent être remplacés. La vie de ces hommes est irremplaçable. La famille reste bouche bée, prenant conscience de l'ampleur de ce sacrifice. L'espace d'un instant, le chaos s'apaise, laissant place à un regard commun de compréhension et de détermination. Cette décision allait marquer leur vie, menaçant leur situation financière déjà précaire, mais à cet instant, elle leur semble incontestablement juste. Parmi les blessés qu'ils recueillent, se trouve le prince André, mourant. Le destin semble avoir un sens cruel de l'ironie. Alors qu'ils le chargent avec précaution sur le chariot, Natacha ignore sa présence. Le cœur encore lourd de culpabilité suite à leur fiançailles rompues. Le poids de ses choix passés pèse sur elle, comme une chape de plomb, menaçant de l'écraser. Pendant ce temps, Pierre Bezoukov est de retour à Moscou, l'esprit tiraillé par des émotions contradictoires. Les horreurs dont il a été témoin à Borodino le hantent, le tonnerre des canons, les cris d'agonie des mourants, l'odeur écœurante de la poudre et du sang. Pourtant, alors que d'autres fuient la ville en masse, Pierre se sent obligé de rester. Une énergie étrange, presque fiévreuse, s'empare de lui. Dans son esprit germe un plan grandiose, assassiner Napoléon lui-même. Cette idée, née à parts égales du désespoir et d'un héroïsme mal placé, le consume entièrement. Le 14 septembre, Pierre assiste à une scène qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Napoléon entre dans la ville abandonnée. Sa marche triomphale n'est accueillie ni par une reddition formelle, ni par des foules en liesse, mais par un silence assourdissant et oppressant. Pierre observe depuis l'ombre le visage expectatif de l'empereur français, qui se transforme lentement en confusion, puis en colère, au fur et à mesure que la réalité de sa victoire s'impose. À la tombée de la nuit, Moscou se pare d'une lueur étrange. Les premiers incendies, probablement allumés par des patriotes russes déterminés à priver les Français de leur prise, commencent par de petites taches orangées dans l'obscurité croissante. Mais attisés par des vents violents, ils se transforment rapidement en un brasier vorace qui dévore la ville à une vitesse terrifiante. Pierre erre dans les rues en flammes, hébété, le monde autour de lui se métamorphosant en un paysage infernal.
La chaleur est suffocante, brûlant ses poumons à chaque respiration. Les cendres pleuvent comme une neige noire, recouvrant tout d'une couche de désespoir granuleux. Le rugissement des flammes est ponctué par le fracas des bâtiments qui s'effondrent et les cris lointains et désespérés des personnes piégées dans la fournaise. Dans le chaos, Pierre vit des moments inattendus d'héroïsme. Il arrache un enfant en pleurs d'un bâtiment sur le point de s'effondrer, la chaleur lui brûlant la peau alors qu'il protège le petit des débris qui tombent. Plus tard, il intervient pour empêcher un soldat français d'agresser une jeune femme. Sa nature habituellement douce cédant la place à une protection féroce. Ces petits actes donnent à Pierre une raison d'être au milieu de la folie, mais ils attirent aussi une attention non désirée. L'occupation française sombre rapidement dans une frénésie de pillage et de désordre. Les soldats, ivres de victoire et de peur, saccagent les maisons et les églises abandonnées. Le bruit du verre brisé et du bois qui éclate se mêle aux cris lointains et à l'omniprésent grondement du feu. Pierre se déplace dans la ville en flammes comme un fantôme, les vêtements roussis, le visage noirci par la suie. Son comportement erratique et sa présence dans des zones interdites attirent rapidement l'attention des autorités françaises. Alors que les incendies font rage, transformant la nuit en jour, Pierre est arrêté, soupçonné d'incendie criminel et d'espionnage. Il n'oppose aucune résistance lorsqu'on l'emmène, son esprit peinant encore à assimiler la scène apocalyptique qui l'entoure. Alors qu'on le conduit dans les rues, Pierre regarde Moscou brûler, la ville, autrefois grandiose, s'effondrant en cendres dans un dernier acte de défi contre les envahisseurs. La destruction de Moscou marque un tournant dans la guerre, privant Napoléon de la prise qu'il convoitait et ouvrant la voie à la désastreuse retraite française qui allait suivre. Pour Pierre et les autres personnes prises dans ce maelstrom historique, l'incendie de Moscou représente un événement cataclysmique qui changera à jamais le cours de leur vie. Alors que les dernières braises du grand incendie commencent à s'éteindre, une nouvelle menace se profile à l'horizon. L'air se refroidit, apportant avec lui les premiers murmures du rude hiver russe. Pierre, désormais prisonnier des Français, contemple la ville dévastée depuis la fenêtre de sa cellule. Au loin, il aperçoit les premiers flocons de neige qui commencent à tomber, annonciateurs des mois brutaux à venir. Il frissonne, non seulement à cause du froid, mais aussi parce qu'il réalise que la véritable épreuve de survie ne fait que commencer. Moscou gît en ruine, témoignage fumant du prix de la guerre. Tandis que l'hiver étend ses doigts glacés sur le pays, la ville, jadis fière, demeure le témoin muet de la dévastation qui l'a frappé. En octobre 1812, Napoléon, le visage empreint d'inquiétude et de défaite, ordonne à contre-chœur le repli de ses troupes de Russie. L'air est chargé d'une âcre odeur de fumée et de désespoir alors que la Grande Armée, ombre de sa gloire passée, entame sa longue marche de retour. Pierre Bezoukov, prisonnier aux vêtements en lambeaux, chemine aux côtés de l'armée en retraite. Ses pieds meurtris et ensanglantés crissent dans la neige à chaque pas douloureux. Le vent glacial hurle autour de lui, portant les cris lointains des partisans russes et des Cosaques. La faim tenaille l'estomac de Pierre, lui rappelant sans cesse l'amenuisement de leurs provisions. Dans cet enfer glacé, Pierre trouve une lueur d'espoir inattendu en la personne de Platon Karataïev. Le visage buriné de ce soldat paysan semble rayonner d'une chaleur intérieure qui défie l'adversité. Blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer, les paroles de Platon coulent comme du miel, douces et réconfortantes pour l'âme fatiguée de Pierre. « La vie, mon ami, dit Platon, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial, est comme cette marche. Nous ne choisissons pas sa direction, mais nous pouvons choisir notre façon d'avancer. Cette sagesse simple, née d'une vie d'épreuve, commence à s'enraciner dans le cœur de Pierre, ébranlant les convictions qui lui étaient si chères avant la guerre. La retraite sombre, rapidement dans le chaos. Les soldats, naguère fiers, se battent moins comme des bêtes pour des morceaux de pain moisi. Les armes sont abandonnées dans la neige, troquées contre un maigre espoir de survie. Pierre observe cette désintégration avec un mélange d'horreur et de fascination. Son esprit ébranlé par la rapidité avec laquelle la civilisation peut s'effondrer. La mort est devenue une compagne constante, tapie dans le froid mordant qui engourdit les membres et gèle les poumons. Elle rôde dans la faim qui ronge les entrailles et les alourdit comme du plomb. Pierre lui-même a frôlé l'oubli face à un peloton d'exécution français accusé d'espionnage.
fixant le canon froid des mousquets. Un calme étrange l'envahit. Les mots de Platon résonnent dans son esprit, le préparant à affronter son destin. Le sort intervient dans un tourbillon de cris et de coups de feu. Pierre se retrouve emporté dans un raid de partisans menés par des visages familiers, Dolokhov et Denisov, des hommes qu'il considérait autrefois comme des ennemis. L'ironie d'être sauvé par d'anciens adversaires ne lui échappe pas, rappel brutal de la façon dont la guerre a redessiné les lignes d'allégeance. Mais la liberté a un prix terrible. Dans le chaos du raid, Platon Karataïev tombe, sa sagesse simple à jamais réduite au silence. Pierre berce le corps de son ami, avec l'impression qu'une lumière s'est éteinte dans le monde. La mort de Platon cristallise la transformation opérée en Pierre. L'homme qui sort de sa captivité n'est plus celui qui y est entré. Alors qu'il avance avec ses libérateurs, Pierre voit le monde d'un œil nouveau. Le simple fait de respirer l'air libre devient une joie. La chaleur d'un feu de camp, le goût d'une nourriture fraîche, ces petits plaisirs prennent un caractère presque sacré. La retraite de Moscou se poursuit, sinistre procession qui semble s'étirer à l'infini. Ce qui avait commencé comme une armée de plus de 600 000 hommes s'est réduit à 30 000 survivants en haillons lorsqu'ils retraversent le fleuve Niémen en décembre. La force autrefois invincible qui avait déferlé sur la Russie rentre chez elle en boitant, brisée et humiliée. Alors que Pierre regarde les derniers vestiges de l'armée de Napoléon disparaître de l'autre côté de la frontière, il réalise qu'il a lui aussi franchi un seuil. Les épreuves endurées, la sagesse acquise et les pertes subies l'ont forgé à nouveau. Il se trouve à l'aube d'une nouvelle ère, non seulement pour lui, mais aussi pour toute l'Europe. Pierre tourne son regard vers Moscou, le cœur lourd de tout ce qu'il a vécu. Alors qu'il fait ses premiers pas vers la ville qu'il appelait autrefois sa maison, un mouvement attire son attention. Au loin, il aperçoit des silhouettes émergeant des ruines, tels des phénix renaissant de leurs cendres. Avec un sursaut, il réalise qu'il ne s'agit pas de spectres, mais des membres épars de la haute société russe, revenant lentement inspecter les décombres de leur ancienne vie. Le cœur de Pierre s'emballe alors qu'il s'interroge. Dans ce nouveau monde forgé par le feu et la glace, que restera-t-il de la vie qu'il a connue? Les membres épars de la haute société russe commencent à se rassembler au lendemain de la retraite française. Ils examinent les décombres de leur vie d'antan et s'interrogent sur les profonds bouleversements engendrés par la guerre. À Yaroslavl, la famille Rostov s'entasse dans une modeste demeure, bien loin de son opulente propriété moscovite. L'air est chargé d'une incertitude palpable, mêlée à l'amertume de la ruine financière qui semble imprégner leurs sens. Natacha, les yeux creusés par des mois de tourments, est attirée par les hôpitaux de fortune qui parsèment la ville, tels des plaies béantes. Les gémissements des soldats blessés résonnent dans les couloirs, une mélopée lancinante qui la repousse et l'attire à la fois. Alors qu'elle se faufile entre les rangées d'hommes meurtris, ses mains autrefois délicates, désormais calleuses à force de labeur, Natacha sent une étincelle de détermination s'allumer en elle. Chaque pansement qu'elle pose, chaque fièvre qu'elle apaise, semble réparer un fragment de son âme brisée. Le destin, cependant, lui réserve un nouveau coup du sort. Dans un moment poignant, les yeux de Natacha croisent ceux du prince André à l'autre bout de la pièce. Il agonise dans la maison où elle s'est portée volontaire. Une cruelle ironie qui semble se jouer de leur passé commun. Le temps se fige, le poids de l'histoire s'abat sur eux, l'air entre eux chargé de non-dits. D'un pas chancelant, Natacha s'approche de son chevet. Le prince autrefois fier n'est plus que l'ombre de lui-même, sa peau diaphane tendue sur des os saillants. Ses mains tremblent lorsqu'elle commence à le soigner, chaque geste doux étant une supplique silencieuse pour le pardon. Au fil des jours qui se confondent avec les nuits, une paix fragile s'installe entre eux. La colère et la douleur d'André se dissipent comme une brume matinale, laissant place à une profonde acceptation qui semble émaner de son être tout entier. La culpabilité de Natacha se métamorphose, s'épanouissant en un amour profond et durable qui transcende leur passé tumultueux. « Pardonnez-moi », murmure Natacha, sa voix à peine audible par-dessus le froissement des draps et la respiration laborieuse de l'homme mourant devant elle. Les yeux d'André, bien qu'embrumés par la douleur, recèlent une chaleur éloquente. « Il n'y a rien à pardonner », souffle-t-il, sa main serrant faiblement la sienne, un dernier lien face à l'éternité. Dans ces instants précieux et fugaces,
Ils trouvent une connexion qui défie les mots, comme si leurs âmes s'alignaient enfin après des années de désaccord. Lorsqu'André s'éteint finalement, c'est avec un sentiment d'accomplissement, comme si les bords déchirés de sa vie avaient été enfin lissés par les mains douces de l'amour et du pardon. La mort du prince jette une ombre longue sur Natacha et sa sœur Maria, les enveloppant d'un chagrin partagé qui semble obscurcir le soleil lui-même. Dans leur deuil, elles trouvent une affinité inattendue, un pont jeté au-dessus du gouffre de la perte. Tard dans la nuit, elles s'assoient ensemble, leur conversation à voix basse devenant un baume pour leur cœur meurtri, chaque mot tissant la tapisserie de leur guérison. Pendant ce temps, le retour de Pierre Bezoukov à Moscou se déroule comme un rêve fiévreux, une odyssée introspective dans un paysage ravagé par la guerre. Le noble, autrefois si doux, a été forgé à nouveau dans le creuset de la captivité. Ses vêtements sont en lambeaux, sa barbe hirsute et négligée, mais ses yeux brillants d'une clarté nouvelle, comme s'il avait plongé son regard au cœur même de l'existence et en était ressorti transformé. Alors qu'il arpente les routes dévastées, le crissement rythmique du gravier sous ses pas pour seul compagnon, Pierre pense à Hélène, la femme qu'il a laissée derrière lui. La nouvelle de sa mort, annoncée par un compagnon de route avec une désinvolture cruelle, le frappe comme un coup physique, lui coupant le souffle. Pourtant, à mesure que le choc initial s'estompe, il sent les lourdes chaînes de son mariage malheureux se déliter, maillon par maillon rouillé. Pour la première fois depuis des années, Pierre goûte à une véritable liberté, dont la saveur est à la fois grisante et terrifiante. Lorsqu'il atteint enfin Moscou, c'est une ville qui renaît de ses cendres, tel un phénix aux ailes meurtries. L'odeur âcre de la fumée flotte encore dans l'air, mais on y décèle aussi le parfum inimitable de l'espoir, aussi frais et vert que les nouvelles feuilles, après un long hiver. Au milieu des décombres, les gens s'affairent, comme des fourmis, reconstruisant une fourmilière détruite, le visage empreint d'une détermination farouche, alors qu'ils s'attellent à la tâche titanesque de la reconstruction. C'est dans cette atmosphère de renouveau que les chemins de Pierre et Natacha se croisent à nouveau. Leurs regards se rencontrent dans une rue bondée et, à cet instant, une étincelle de reconnaissance se mue en quelque chose de plus profond, un lien qui semble transcender le temps et l'espace. Ils se rapprochent comme les deux moitiés d'un tout, leurs expériences communes de souffrance et de croissance forgeant un lien indéfectible, alors qu'ils déambulent, bras dessus, bras dessous, dans la ville qui se relève lentement. Pierre s'émerveille du changement opéré chez Natacha. La jeune fille volage des années passées a disparu, remplacée par une femme d'une force et d'une grâce tranquille, dont les yeux recèlent une sagesse qui dépasse son âge. De son côté, Natacha voit en Pierre une stabilité et un but qui l'intrigue et la réconforte, tel un rocher dans la mer houleuse de leur nouvelle réalité. La famille Rostov, autrefois coqueluche de la société moscovite, fait maintenant face à la dure réalité de sa situation précaire avec un mélange de désespoir et de résilience inattendue. Le comte Rostov, dont le visage jovial est désormais marqué par l'inquiétude, épluche les registres jusque tard dans la nuit, la lumière vacillante des bougies projetant de longues ombres, tandis qu'il cherche une issue à ce bourbier financier. La comtesse Rostova, à la grande surprise de tous, y compris d'elle-même, relève le défi avec une force insoupçonnée. Ses mains délicates, autrefois ornées de bijoux, récurent désormais les sols avec une dignité silencieuse, chaque geste témoignant de son amour inébranlable pour sa famille. Nicolas Rostov ressent le poids des attentes familiales comme un fardeau physique, pesant sur ses épaules jour après jour. Le jeune et fringant officier se trouve désormais tiraillé entre le devoir et le désir. Son cœur devenu un champ de bataille où l'amour et l'obligation se livrent une guerre sans merci. L'idée de se marier pour l'argent, afin de sauver sa famille, le ronge comme un loup affamé, alors même que son cœur se languit de Sonia, désargentée, dont le doux sourire est un phare dans l'obscurité de ses doutes. La princesse Maria Bolkonskaya, désormais maîtresse d'une immense fortune, se trouve à la croisée des chemins, son avenir s'étendant devant elle comme une mer inexplorée. La perte de son père et de son frère l'a laissée à la dérive, mais l'indépendance même qu'elle avait longtemps désirée lui semble maintenant une perspective intimidante, sa liberté teintée de solitude. Dans les couloirs de la demeure ancestrale, les pas de Maria résonnent à la fois de possibilité et d'inquiétude,
chaque pas étant un choix entre le confort du passé et l'incertitude de l'avenir. Au fur et à mesure que ces vies s'entremêlent et divergent, un fil conducteur commence à émerger, les tissant ensemble dans une tapisserie d'expériences partagées. Chaque personne, marquée par les feux de la guerre et les tragédies personnelles, s'engage dans un voyage de guérison et de découverte de soi. La Moscou qu'il connaissait a disparu, réduite à des cendres et des souvenirs, mais de ces ruines, un nouveau monde prend forme. Un monde forgé par l'esprit indomptable de ceux qui ont enduré et survécu. Alors que le soleil se couche sur ce chapitre de leur vie, projetant de longues ombres sur la ville en reconstruction, un sentiment d'anticipation flotte dans l'air. La guerre est peut-être terminée, mais pour ces survivants, une nouvelle bataille ne fait que commencer. La lutte pour reprendre leur vie en main et trouver un sens à un monde à jamais transformé. Ils sont loin de se douter qu'alors qu'ils se tiennent au bord du précipice de cette nouvelle ère, le destin leur réserve encore une surprise, un rebondissement qui mettra, une fois de plus, leur résistance à l'épreuve et redéfinira leur conception de la victoire et de la défaite. La guerre s'est achevée, marquant la défaite de Napoléon et ouvrant une nouvelle ère pour la Russie. Les survivants, dont la vie a été bouleversée à jamais, se sont attelés à la tâche ardue de reconstruire un pays transformé par le conflit. Pierre Bezoukov se tient à la fenêtre de sa propriété moscovite, son souffle embuant la vitre alors qu'il contemple la ville qui reprend lentement vie. L'air est vif, porteur d'une promesse de renouveau, mais teinté d'une odeur persistante de fumée et de pourriture. Les cicatrices de la guerre sont gravées dans le paysage, comme de profonds sillons dans un champ labouré, mais de vertes pousses d'espoir germent au milieu des décombres. En observant les gens s'affairer dans les rues en contrebas, leur voix n'étant plus qu'un lointain bourdonnement de vie retrouvée, Pierre ressent un profond changement en lui-même. Les épreuves endurées pendant la guerre l'ont dépouillé de sa naïveté juvénile, laissant derrière lui le noyau solide d'une sagesse et d'un but durement acquis. Comme souvent ces derniers temps, ses pensées se tournent vers Natacha. Le souvenir de son visage, de son rire, de son esprit, le remplit d'une chaleur qui semble repousser le froid persistant de la guerre. Leurs expériences communes, bien que souvent douloureuses, ont forgé entre eux un lien que Pierre sait indéfectible, comme l'acier trempé dans le feu. Avec une profonde inspiration qui semble remplir tout son être, il prend une décision. Il est temps de concrétiser l'amour qui s'est renforcé au fil des épreuves qu'ils ont traversées. La cour qui s'ensuit est comme une danse délicate, chaque pas étant mûrement réfléchi. Pierre et Natacha se rapprochent l'un de l'autre avec une nouvelle compréhension, leur traumatisme passé servant non pas de barrière, mais de pont. Ils trouvent du réconfort dans la compagnie de l'autre, leur conversation profonde et significative dure souvent jusque tard dans la nuit, ponctuée de silences confortables et de regards complices qui en disent que long. C'est par une fraîche journée d'automne, avec des feuilles d'or et de pourpre tourbillonnant autour d'eux, comme des confettis naturels, que Pierre et Natacha se marient. La cérémonie est intime, un contraste frappant avec les grandes cérémonies de leur passé. Alors qu'ils échangent leurs vœux, le regard qui passe entre eux témoigne d'un amour tempéré par les épreuves et renforcé par une compréhension partagée, une promesse silencieuse plus contraignante que tous les mots ne pourraient l'exprimer. Leur vie commune s'épanouit comme une fleur au soleil, chaque jour apportant de nouvelles joies et de nouveaux défis. Ils bâtissent un foyer rempli de chaleur et de rire, le claquement des pieds des enfants résonnant bientôt dans les couloirs comme une douce mélodie. Pierre s'émerveille des joies simples de la vie de famille, ses réflexions philosophiques désormais ancrées dans les réalités pratiques de la paternité, changeant les couches et apaisant les peurs nocturnes avec le même dévouement. Pendant ce temps, Nicolas Rostov se trouve à la croisée des chemins, le poids de la responsabilité familiale pesant lourdement sur ses épaules. La fortune de la famille Rostov, épuisée par la guerre, est en jeu. La voie de la facilité mènerait à Julie Karagine, une riche héritière dont le mariage résoudrait d'un coup ses problèmes financiers. Mais le cœur de Nicolas le pousse dans une autre direction, comme l'aiguille d'une boussole qui s'obstine à pointer vers le nord. Dans un moment de clarté, debout dans la lumière déclinante d'un soir d'été, l'air chargé du parfum des lilas en fleurs, Nicolas fait son choix. Il rompt sa promesse à Julie, le cœur battant alors qu'il se rend au domaine des Bolkonski, les sabots de son cheval tonnant au rythme de son pouls.
Là, il trouve Maria, la sœur d'André, dont la force tranquille est un baume pour son âme troublée. La demande en mariage de Nicolas à Maria n'a rien d'un conte de fées romantique. Au contraire, elle est honnête, sincère et teintée des préoccupations pratiques qui pèsent sur leurs esprits respectifs. Le vaste héritage de Maria, associé à la détermination et à la nouvelle maturité de Nicolas, offre un espoir pour l'avenir de leurs deux familles, une bouée de sauvetage en ces temps incertains. Leur mariage symbolise un nouveau départ, deux grandes familles unies dans un même but. Nicolas se lance dans la gestion de leur domaine combiné avec la même ferveur qu'il réservait autrefois aux campagnes militaires. Sous sa direction, les terres des Rostov et des Bolkonski prospèrent, les dettes sont remboursées et la prospérité revient lentement, comme le printemps après un long et rude hiver. Au milieu de ce nouveau chapitre, Sonia se retrouve à naviguer en eaux inconnues, son monde basculant sur son axe. Son amour pour Nicolas, qui avait été l'étoile directrice de sa vie, doit maintenant se transformer en quelque chose de nouveau. Avec grâce et dignité, elle se taille d'une place dans le foyer, son dévouement à la famille étant inébranlable. Ses journées sont remplies par la satisfaction de soutenir Nicolas et Maria, trouvant un but dans la myriade de tâches qui assurent le bon fonctionnement de leur foyer, son altruisme témoignant de sa force de caractère. La transformation de Natacha est peut-être la plus profonde de toutes, tel un papillon émergeant de sa chrysalide. La jeune fille passionnée et impulsive qui avait autrefois scandalisé la société canalise désormais toute son énergie dans ses rôles d'épouse et de mère. Elle aborde la parentalité avec la même intensité qui avait caractérisé sa jeunesse, trouvant un profond épanouissement dans les rythmes quotidiens de la vie familiale, son amour pour ses enfants étant une force féroce et protectrice. Au fil des années, les blessures de la guerre se referment lentement, mais les cicatrices demeurent, rappelant constamment tout ce qu'ils ont enduré. Dans l'épilogue de leur histoire, qui se déroule en 1820, la famille de Pierre et Natacha prospère. Leur maison bourdonne de l'énergie des enfants qui grandissent. Leur amour mutuel est une flamme constante qui n'a fait que se renforcer avec le temps, résistant à toutes les tempêtes. Pourtant, même en cette période de paix, le changement se profile à l'horizon, comme un lointain grondement de tonnerre dans un ciel dégagé. Pierre, l'esprit toujours en éveil, s'implique dans une société secrète qui s'oppose au gouvernement. Ses réunions clandestines et ses conversations à voix basse laissent entrevoir les bouleversements politiques à venir en Russie, rappelant que la roue de l'histoire ne s'arrête jamais de tourner. En revanche, la famille Rostov-Bolkonski fait figure de bastion de stabilité. Sous la direction attentive de Nicolas et Maria, elle est devenue un havre de chaleur et de confort, un endroit où les incertitudes du monde extérieur semblent s'estomper, comme des ombres chassées par la lumière des bougies. Alors qu'une nouvelle génération grandit, apprenant à naviguer dans le monde que leurs parents se sont battus pour préserver, le cycle de la vie se poursuit. Les expériences de la guerre ont laissé une marque indélébile sur toute leur vie, façonnant leurs choix et leur compréhension du monde. Un héritage à la fois doux et amer. Dans les moments de calme, lorsque l'agitation de la vie quotidienne s'estompe, ils réfléchissent parfois aux années tumultueuses qui les ont conduits jusqu'ici. Ils s'émerveillent des coups du sort, des petites décisions et des rencontres fortuites qui ont si profondément modifié le cours de leur vie, comme des cailloux provoquant des ondulations dans un vaste étang. En regardant leurs enfants jouer, pleins des mêmes espoirs et des mêmes rêves qu'eux, ils comprennent que leur histoire n'est qu'un petit fil dans la vaste tapisserie de l'expérience humaine. Pourtant, ce fil est empreint d'amour, de résilience et du pouvoir durable de l'esprit humain à trouver un sens et de la joie, même face aux plus grands défis de l'histoire. Ils réalisent que leur héritage ne réside pas dans des gestes grandioses ou des actes héroïques, mais dans la force tranquille de la famille, les liens d'amour qui perdurent à travers toutes les épreuves et l'espoir qu'ils transmettent aux générations futures. Alors que le soleil se couche sur ce chapitre de leur vie, projetant de longues ombres sur la terre pour laquelle ils se sont battus et qu'ils ont reconstruite, ils affrontent l'avenir avec une confiance tranquille. Quels que soient les défis à venir, ils les relèveront ensemble, leurs expériences communes constituant une base aussi solide que la terre russe sous leurs pieds. Et c'est dans cette certitude qu'ils trouvent la paix. Ce livre a été généré à l'aide des voix IA de Spictor. Vous pouvez créer des voix off au son humain dans plus de 50 langues.